Bonjour à tous, bienvenue à cette journée de prévention des infections en établissements médico-sociaux, cette journée qui a l'habitude de se présenter sous forme présentielle, notamment à Angers, durant les années précédentes à Terra Botanica. Pour les raisons que vous connaissez, nous avons décidé de la maintenir, mais sous un autre format, un format donc à distance par webinaire. Et donc, nous avons également adapté le programme à la thématique actuelle, qui est donc la Covid-19, avec un ensemble de présentations à la fois infectiologiques, gériatriques, épidémiologiques, et puis un retour d'expérience sur la prévention de la Covid en EHPAD. Donc, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui à cette journée ou ce webinaire sur cette thématique Covid, et je vous souhaite un très bon moment avec nous. Bonjour, merci Gabriel. Donc moi je vais aborder effectivement histoire naturelle, physiopathologie. Pour la clinique, vous avez Guillaume Chaplet qui va venir vous parler tout à l'heure, qui est gériatre et qui va venir vous parler tout à l'heure de la clinique chez la personne âgée. Donc je n'aborderai pas cet aspect-là. Alors, voilà. C'est parti. Donc, la transmission, je n'en parle pas parce que je pense que vous êtes largement au fait de ça. Je reviens un petit peu sur le temps d'incubation. Vous savez que l'incubation est très variable, elle va de 2 à 14 jours. Mais on a une moyenne de 5 jours d'incubation. Et ici, vous voyez, vous avez un intervalle de confiance de 95% qui montre que 95% des patients vont avoir une incubation qui va être prise entre 4 et 7 jours. Ça vous explique un petit peu aussi certaines mesures qui ont été prises pour le grand public. En effet, finalement, c'est rarement plus de 7 jours d'incubation. En termes de contagiosité, par contre, le gros problème de cette maladie, c'est que les patients peuvent être contagieux 48 heures avant le début des symptômes, voire même on a des extrêmes jusqu'à 72 heures. Et que surtout, cette contagiosité, elle est maximale dans la phase qui est pré-symptomatique. Alors, je ne vous parle même pas des gens qui sont asymptomatiques, puisque là, mais pour les patients qui déclarent des symptômes, eh bien, ils vont être contagieux au maximum avant la déclaration des symptômes, ce qui fait qu'effectivement, on a une transmission extrêmement importante, puisque on a du mal à repérer ces patients. Et cette contagiosité, c'est sur les courbes qui sont là, c'est la courbe en orange, elle baisse très rapidement pour devenir, à partir de J5, on va dire, elle baisse de manière très importante pour devenir quasiment nulle au-delà de J7, J10. Il faut savoir que ce n'est pas corrélé avec les résultats des PCR. Vous voyez en bleu, là, les PCR nasopharyngiennes, qui, elles, peuvent rester positives très longtemps, mais avec un virus qu'on est incapable de faire pousser, de cultiver au-delà de cette période de 7 à 10 jours. C'est-à-dire qu'on a des PCR qui restent positifs, mais avec un virus non viable. Il y a régulièrement de l'ARN qui est mis en évidence dans les selles, mais là encore, on a un virus qu'on n'arrive pas à cultiver, qui est considéré comme non viable. Donc, ce n'est pas une voie de transmission. Je dis un mot sur les PCR semi-quantitatives, mais je vais y revenir de manière un peu plus détaillée tout à l'heure. Ce n'est pas quelque chose qui est fait encore en routine, mais qui est discuté. Mais on va en reparler tout à l'heure pour les admissions en SSR et en EHPAD. Et ces PCR semi-quantitatives, en fait, il y a eu des critères d'interprétation qui ont été émis à la fois par le Haut Conseil de santé publique et par la Société française de microbiologie au mois d'octobre, et qui nous disent qu'au-delà de 33 cycles nécessaires pour amplifier le virus, ce qui est beaucoup, eh bien, on a une excrétion virale qui est extrêmement faible, et donc un risque contagieux qui est proche de zéro. On va y revenir tout à l'heure. Alors, sur le plan de la physiopathologie, vous savez bien que le virus interagit avec les cellules des épithéliums respiratoires. C'est ce qui est montré ici, avec un virus qui va s'incorporer dans les cellules des épithéliums respiratoires. On est sur du grand classique. Et il va y avoir une interaction importante avec cette cellule qui est représentée en vert ici, qui est le macrophage alvéolaire, qui va être le chef d'orchestre de la réponse immunitaire. Et à partir de là, il y a deux scénarios.
soit ça se passe bien, ce que j'ai appelé le cercle vertueux, c'est-à-dire que ce macrophage va sécréter tout un tas d'interleukines qui vont déclencher la réponse immunitaire, monocyte macrophage, réponse immunitaire immédiate, et puis la réponse immunitaire qu'on appelle adaptative avec les lymphocytes T. Et dans ce cas-là, bien, on va avoir à la fois une destruction directe des cellules infectées par les lymphocytes cytotoxiques et une destruction du virus via une production d'anticorps qui va faire que le virus va, ne pas pouvoir se fixer aux cellules respiratoires et deux, pouvoir être repéré aisément par les monocytes macrophages et être détruit avant qu'il ait fait du dégât. Ça, c'est la réponse vertueuse, c'est quand ça se passe bien chez les patients. Inversement, vous avez une réponse défavorable ou qui débouche sur ce qu'on appelle l'orage cytokinique, où là, eh bien, on a la réponse immunitaire, mais les choses se passent mal, le virus n'est pas détruit correctement, il y a une boucle d'amplification qui se met en place avec une production excessive de cytokines pro-inflammatoires et un recrutement excessif de macrophages, de monocytes, de lymphocytes T, qui vont engendrer des destructions cellulaires extrêmement importantes, d'une part, et d'autre part, des dégâts en dehors du poumon, quasiment sur l'ensemble de l'organisme. Et c'est ça qui va tuer les malades, c'est cet orage cytokinique. Dans le cadre de cet orage cytokinique, de cet emballement inflammatoire, eh bien, outre les lésions directes liées au virus et les lésions liées à la réponse immunitaire, eh bien, vous allez avoir un phénomène d'hypercoagulabilité qui va être engendré par cette réponse hyperinflammatoire et par l'affinité qu'a le virus pour les cellules endothéliales. Et il va y avoir un niveau extrêmement important d'accidents thromboemboliques et notamment d'embolies pulmonaires qui, là encore, peuvent tuer les malades et qu'il va falloir tout à fait prendre en considération dans le traitement, comme on le verra tout à l'heure. Alors, cette réponse, elle se fait en deux temps. Je vous ai représenté ici la première phase où on a le virus qui envahit les cellules. Il y a une réponse au virus. Ça dure de manière classique environ une semaine. Et puis, la réponse inflammatoire qui se met en place à partir de J7, J10. Et c'est typiquement sur ce tournant J7, J10 que les choses vont mal évoluer, avec un patient qui pouvait éventuellement être stable pendant la première phase ou asymptomatique ou post-symptomatique et qui va devenir très symptomatique puis grave pendant cette deuxième phase à partir de ce tournant, avec des marqueurs inflammatoires qui vont monter de manière extrêmement importante. Et c'est ce qui est représenté là, hein, sur l'évolution naturelle. Eh bien, on se rend compte que la plupart des admissions ont lieu à partir de J6, J7, avec une dyspnée qui apparaît durant cette deuxième période et qui, si les choses se passent mal, va déboucher sur un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Avec des tableaux, bon, il n'y a pas besoin de vous faire un descriptif très important. Des scanners comme ça, on en voit tous les jours, avec des atteintes extrêmement diffuses du parenchyme pulmonaire, des syndromes de détresse respiratoire. Alors, l'autre problème, je vous disais, c'est le risque important d'accident thromboembolique. Et dans cette méta-analyse récente, on voit que le taux d'embolie pulmonaire est extrêmement élevé, puisque dans cette analyse, il y avait 14,7% d'embolie pulmonaire en service de médecine et 23,4% en service de réanimation. Des données qui sont superposables à ce qu'on a constaté, hein, puisque nous, au CHU de Nantes, on a constaté un taux qui atteignait les 20% d'embolie pulmonaire en réanimation. Donc, un problème d'hypercoagulabilité qui est extrêmement prégnant et potentiellement mortel. Alors, les patients à risque, eh bien, ce sont vos patients, hein, à partir de 65 ans, enfin, c'est même des jeunes pour vous, mais plus le patient vieillit, plus il est à risque de forme sévère. Tous les patients qui vont avoir des comorbidités cardio-respiratoires, les insuffisants rénaux chroniques, les immunodéprimés, les cirrhotiques, les diabétiques et les obèses à partir d'un IMC supérieur à 30.
Alors, je reviens un petit peu sur les tests diagnostiques parce que je crois que c'est une discussion importante qui revient régulièrement. Vous savez bien sûr que le test de référence, c'est la PCR qui est réalisée sur prélèvement nasopharyngé. Cette photo, elle est hyper connue. Vous voyez, pour obtenir un prélèvement pharyngé correct, il faut vraiment qu'on aille jusqu'au pharynx et ça peut expliquer parfois certains faux négatifs. Quand on ne peut pas faire ce prélèvement, la solution dégradée, c'est le prélèvement oropharyngé. Les limites du test, il y en a. Hein. On a une sensibilité qui est très bonne, mais on voit qu'on a jusqu'à 30% de faux négatifs quand même. Et il semble que ce soit notamment si le prélèvement n'est pas réalisé de manière optimale. Alors, je vous ai parlé de la PCR semi-quantitative parce que c'est des choses qui commencent à être discutées pas mal et qui pourront peut-être avoir un impact pour vous. Donc, cette PCR semi-quantitative, elle vous permet de savoir à partir de combien de cycles de PCR on va réussir à amplifier le virus. Moins il y a de cycles, plus il y a de virus. On n'a pas besoin de beaucoup de cycles pour amplifier. Et plus il y en a, moins il y a de virus. Donc, à partir d'un CT supérieur à 33, on est sur une expression virale qui est modérée, voire très faible. Et dans cet avis du Haut Conseil de santé publique, extrêmement récent, puisqu'il date de la semaine dernière, si je ne me trompe pas, eh bien, il est dit que cette ERT-PCR peut constituer une aide dans la prise de décision lorsqu'une sortie ou un transfert en secteur non-Covid est envisagé avant le délai recommandé en fonction de la date de début des symptômes, de celle de leur résolution ou de la date de la première RT-PCR. Je vais y revenir tout de suite après sur les délais habituels qui ont été reprécisés notamment par cet avis du Haut Conseil. Alors, à côté de ça, vous avez peut-être entendu parler des tests antigéniques, dont on discute pas mal. Là encore, il y a un avis du 8 octobre qui a été rendu sur ces tests antigéniques. L'intérêt majeur, c'est le rendu qui est extrêmement rapide par rapport à une PCR où il y a une technique un peu longue, ça prend quelques heures. Là, on a un rendu en moins d'une demi-heure. Mais le problème, c'est la perte de sensibilité de cette technique par rapport à la PCR, et notamment à partir au-delà de J4 des symptômes, à tel point que l'intérêt majeur de ces tests antigéniques, c'est pour des dépistages à grande échelle, mais à titre individuel, c'est moins bon. Et donc, les recommandations, si on peut dire ça, parce que ça mérite encore d'être renforcées, sur des patients symptomatiques, si c'est négatif, il ne faut pas se contenter d'un test antigénique et il faudra compléter par une PCR. Sur des patients asymptomatiques non cas contact, on est typiquement dans des dépistages de masse, là, dépistages à grande échelle, je sais pas, FAC, etc. On n'est pas du tout sur le cas contact. Par contre, ça n'est pas recommandé à titre individuel pour les cas contacts asymptomatiques. La sensibilité est d'autant meilleure que le patient est symptomatique. Et encore, si c'est négatif, il faut compléter par une PCR. Et en cas de négativité chez des personnes à risque de forme grave, là encore, il faut réaliser un test par PCR. Donc, vous voyez un petit peu les limites de ces tests antigéniques, beaucoup plus rapides, mais beaucoup moins sensibles. Alors, les conditions de transfert en EHPAD ou un SSR non-Covid, ils ont été précisées par cet avis du Haut Conseil du 23 octobre. Vous pouvez le trouver très facilement. Alors, les délais de transfert possibles par rapport à la date des premiers symptômes. Pour les formes non graves, non immunodéprimées, la recommandation, c'est 14 jours. Pour l'immunodéprimé, on est à 24 jours. Pour les formes graves et ou de réanimation, on est à 24 jours. Et pour les asymptomatiques non immunodéprimés, c'est 7 jours. Et les immunodéprimés, c'est 14 jours. Par contre, si on voulait organiser un transfert avant ces délais, qui peuvent être assez longs, sur 24 jours, ou alors s'il y a une discussion sur l'immunodépression, etc., on peut s'aider d'une RT-PCR, d'une PCR semi-quantitative. Et si on a une CT supérieure à 33, dans ce cas-là, on est autorisé à réaliser un transfert avant ces délais de sécurité par rapport à la date des premiers symptômes. Je vais aborder la partie traitement. Alors, bien sûr, la prise en charge respiratoire, elle est fondamentale. C'est le gros de la prise en charge. Pour faciliter le recrutement alvéolaire, on recommande une position qui va être assise ou demi-assise et on vise une saturation à 93-94%
hors BPCO bien sûr, en restant vigilant sur la fréquence respiratoire, parce que parfois on a une discordance entre le niveau de saturation et une fréquence respiratoire qui peut rester très élevée, auquel cas il vaut mieux préciser les choses par un gaz du sang. L'oxygénothérapie aux lunettes est recommandée jusqu'à 6 litres par minute. On évitera tout ce qui est système Venturi, Optiflow, parce que ça aérosolise du virus. Et si les besoins sont importants, il est plutôt recommandé le masque à haute concentration pour les débits supérieurs à 6 litres par minute. Si un patient est appareillé dans le cadre d'un syndrome d'apnée du sommeil, il faut une discussion avec un pneumologue pour envisager la suspicion de la CPAP nocturne à cause des risques d'aérosolisation. Et là, dans ce cas-là, il est recommandé de surveiller quand même les gaz du sang. Et puis, on incite rapidement les patients à faire de la kinésithérapie avec un système RespiFlow. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, au début, ils ont un peu de mal, mais petit à petit, ça leur permet de récupérer plus rapidement. Bon, c'est un système tout simple, c'est une espèce de boîtier comme ça. Le patient va souffler dans ce tuyau de manière très lente et il va s'entraîner comme ça plusieurs fois par jour avec le but d'obtenir un volume expiratoire qui va être de plus en plus important. Voilà. Et ça, effectivement, on le pratique chez tous les patients qui sont hospitalisés avec une forme respiratoire. Pour ce qui est des symptômes généraux, fièvre, céphalée, le traitement repose sur du paracétamol. Les AINS sont contre-indiqués. Il y a eu des formes très graves sous AINS. Et pour les troubles digestifs, on est sur du traitement symptomatique, soit par Turfan, soit par Loperamide. L'antibiothérapie, alors il y a eu des tombereaux d'antibiotiques qui ont été prescrits dans le cadre du Covid, probablement en excès, donc c'est un peu plus sérieux maintenant. Si on a un Covid confirmé ou probable, par exemple avec une PCR négative mais un scanner positif, on va indiquer les antibiotiques soit si on a des crachants purulents ou une forte suspicion de surinfection au scanner, ou alors à discuter sur un terrain immunodéprimé où on essaie de s'assurer par rapport à une éventuelle participation bactérienne, mais avec une réévaluation systématique à 48 heures. Si par contre on a des critères de gravité, dans ce cas-là, il y a une antibiothérapie qui est recommandée, qui repose sur ces 3G de la rovamicine. Et sinon, elle repose sur amoxicilline, acide clavulanique. Je me rends compte qu'il n'y a pas la molécule. Les autres traitements, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été balayées par les résultats des essais cliniques. 650 essais cliniques pendant la première phase. Et à l'heure actuelle, ils peuvent se compter sur les doigts des deux mains. L'hydroxychloroquine, je crois que tous les essais cliniques ont montré que ça n'avait pas d'intérêt, ni les antirétroviraux utilisés dans le VIH comme l'opinavir, ritonavir. Il reste, on va voir les corticostéroïdes, c'est la seule molécule qui ait prouvé un intérêt sur la survie. Et puis, on va discuter un petit peu du remdesivir, dont l'efficacité est encore discutée. Probablement pas pour les formes graves, où là, clairement, ça ne change rien, mais sur des formes oxygénodépendantes non graves, où une étude a montré que ça pouvait raccourcir la durée de l'oxygénothérapie. Et puis, dans les traitements qui sont évalués actuellement, il y a les anticorps monoclonaux, avec des phases 2 en cours, et le plasmate convalescent, là encore, avec une phase d'évaluation actuelle. Alors, le standard du traitement actuellement, systématiquement en cas d'atteinte respiratoire, c'est la dexaméthasone qui est recommandée, c'est-à-dire un corticoïde à fort pouvoir anti-inflammatoire, à 6 mg par jour péros pendant 5 à 10 jours, dès qu'il y a une atteinte respiratoire. Alors, la dexaméthasone, c'est un corticoïde, ça veut dire qu'il va falloir gérer à côté la décompensation du diabète, etc. Et puis, l'autre volant, on l'a vu dans la physiopathe, c'est le problème de l'anticoagulation. Et on va optimiser l'anticoagulation. Alors, il y a des protocoles variables selon les centres. Je vous ai mis une note qui est optimisée en fonction de l'IMC. On est un peu plus élevé que ce qui est recommandé habituellement, puisque vous voyez, sur des IMC inférieurs à 30, on va plutôt être à 0,6 ml une fois par jour, sauf sur un poids inférieur à 40 kg, on va faire 0,4 ml.
Entre 30 et 40, on va faire 0,4 millilitres 2 fois par jour. Et pour les IMC supérieurs à 40, on va passer à 0,6 fois 2. Et on prolonge cette anticoagulation 7 à 14 jours en cas de retour à domicile, s'il persiste une limitation de mobilité, mais avec une reprise de posologie standard, à 0,4 ml par minute habituellement. Alors, il y a des questions en suspens. Hein. Est-ce qu'on peut se réinfecter? Eh bien, il y a quelques cas qui sont décrits. Hein, on a encore pas mal d'inconnus sur l'immunité à long terme. Si oui, au bout de combien de temps? On perd ses anticorps de manière variable en fonction qu'on a fait une forme grave ou pas grave. Donc, pour l'instant, ça reste débattu. Et est-ce que l'immunité repose uniquement sur les anticorps ou est-ce qu'il y a une part d'immunité cellulaire qui pourrait faire qu'on se défend malgré la disparition des anticorps? Ça, c'est des questions qui sont encore non résolues. La place réelle du remdesivir, cet antiviral qu'on utilise actuellement dans les phases précoces chez les patients oxygénodépendants pas graves, elle est encore à préciser, toujours laisser discovery en cours. Et les traitements par anticorps monoclonaux ou polyclonaux, c'est en cours d'évaluation dans des protocoles. Et vous savez bien sûr que pour ce qui est du vaccin, on a une quarantaine de candidats vaccins en test actuellement et on espère avoir les premiers résultats pour la fin du premier semestre 2021, sous réserve qu'il n'y ait pas d'accident majeur dans ce domaine. Voilà, je vous remercie et je pense que j'ai quelques minutes éventuellement pour les questions. Une question sur la vaccination antigrippale chez un patient Covid-19. Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a un délai à respecter? Alors, il y a un impact sur l'immunité du Covid-19 puisque on a une lymphopénie qui accompagne l'infection. Voir si on le traite, on lui met de la dexaméthasone. Nous, ce qu'on fait en hospitalisation, c'est qu'on recommande une dizaine de jours de délai par rapport à la récupération du patient à la fin de la corticothérapie. Après, je ne sais pas s'il y a eu des recommandations officielles là-dessus. Peut-être que vous aurez l'occasion d'aborder ça. Merci David. Donc, tu as répondu à la dexaméthasone. Hein. Question sur la dexaméthasone, non? La question, c'est la dexaméthasone peut-elle être administrée en dehors de l'hôpital? Alors, oui. Alors, il faut savoir que c'est le seul corticoïde qui a été validé dans des essais. Hein. Si on n'a pas de dexaméthasone, il y a des équivalences en termes de prednisone, par exemple. On sait que ça correspond à 40 mg de prednisone. De préférence, c'est la dexaméthasone. Ça peut s'administrer péros ou IV. Et en termes d'administration, ça ne pose pas de problème. Ce qui est problématique, c'est plus la gestion des effets secondaires, puisque quand vous avez des patients qui ont des IMC élevés avec des diabètes de type 2, on a des décompensations qui sont quasi systématiques. Mais oui, ça peut s'administrer en dehors de l'hôpital. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, sur les CT, est-ce qu'il faut demander au laboratoire? Alors, par exemple, chez nous, ça commence l'indication se discute. Pour l'instant, on n'avait pas vraiment d'indication pour tout vous dire. Je pense que la principale indication, c'est clairement quand on a des doutes par rapport à éventuellement une contagiosité persistante chez un patient immunodéprimé ou si on veut faire sortir un patient vers une autre structure avant les délais qui ont été précisés dans le papier que je vous ai montré là du Haut Conseil de santé publique. Il y a une question en ligne sur l'aérosol. Est-ce que les aérosols sont interdits en cas de Covid? Alors, à ma connaissance, ils ne sont pas interdits. Par contre, il y a un problème d'aération des locaux qui va se poser après. Vous avez vu, on évite tout ce qui peut aller à l'aérosolisation. Parfois, on n'a pas le choix.
peut-être que vous pensez à des patients asthmatiques qui décompensent, mais dans ce cas-là, il va y avoir une aération des locaux qui va être à respecter parce qu'on sait qu'il y a probablement une part de transmission par aérosolisation avec une persistance du virus, je crois, enfin Gabriel saurait ça mieux que moi, mais jusqu'à 1h30, je crois, en aérosol ensuite, et que donc il faut une aération de la pièce où a été réalisé cet aérosol. Merci David. La dexaméthasone injectable peut-elle être prise per os? La forme injectable, est-ce qu'elle peut être prise per os? C'est une bonne question. Là, j'avoue que c'est une colle. Je sais que il y a de la dexaméthasone orale, c'est du 10 mg, et qu'on a dû faire fabriquer des gélules à 6 mg parce qu'il n'y avait pas de forme 6 mg en France pour coller au résultat de l'essai Recovery, un grand essai anglais qui a montré. Par contre, est-ce qu'une forme IV peut être prise orale? Il faudrait regarder. Je ne sais pas si Guillaume, si tu sais. Moi, j'aurais tendance à dire que tout ce qui peut se donner en IV peut se donner per os. Donc, on a quand même d'autres exemples. Après, en termes de biodisponibilité, je ne sais pas si ça sera la même. Donc, en termes de posologie, je ne sais pas si ça correspondra. Donc, en tout cas, ce n'est pas dangereux de le faire. Après, je n'ai pas d'études en tête sur l'équivalence en termes d'efficacité. Mais c'est vrai que c'est pour ça que les comprimés per os 6 mg sont intéressants et ont été mis au point. Mais sur le principe, c'est possible en théorie, quoi. Oui. Effectivement, il faudrait poser la question à un pharmacien. Là, si j'avoue que c'est une colle, de savoir si, en termes de biodisponibilité, c'est respecté. Je pense que l'effet anti-inflammatoire, il est indépendant de la forme galénique. Il y a un effet anti-inflammatoire qui est très prolongé. Mais ça mériterait question à un pharmacien. Mais a priori, je pense que ça doit être faisable. Combien de temps après une première forme de Covid-19 confirmée par PCR et répondant aux critères cliniques de guérison devient-il pertinent de retester une personne à nouveau si elle est symptomatique? C'est-à-dire si on a une seconde phase, éventuellement un second infection. Là, c'est pareil, c'est une grande question. Parce que il y a peu de cas avérés de réinfection. Et on sait que on a tendance à perdre des anticorps quand on en fabrique. On sait que les sérologies vont se négativer, qu'il y a à peu près 40% des patients qui vont négativer leur sérologie dans un délai de 8 semaines. Mais est-ce que le fait de négativer sa sérologie, de perdre ses anticorps, est lié à un risque? Je pense que par rapport aux personnes qui ont fait un Covid en première phase, si vous avez à nouveau des symptômes là actuellement, ça paraît légitime de les retester. Je pense que par rapport à ce qu'on sait. Moi, j'ai une étude en tête menée sur des patients âgés en EHPAD qui était faite en France, qui n'est pas encore publiée, mais c'est juste quelques chiffres. Il y avait à peu près 200 résidents qui étaient dans l'EHPAD. Et en fait, il y a eu une nouvelle PCR et sérologie en même temps, en fait, au mois de juillet. Et en fait, il y en avait 8 qui avaient une PCR positive encore, sachant qu'on ne sait pas exactement combien on en fait avant, mais finalement, le portage chronique n'est pas si important que ça. Donc, moi, j'aurais tendance à penser que s'il y a des symptômes, il faut refaire la PCR et considérer comme tel, quoi. Après, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'autres éléments pour nous aider dans la prise en charge, pour l'instant. Et là, à la limite, c'est là où peut-être la RT-PCR pourra être intéressante parce qu'on sait qu'il y a des patients qui excrètent pendant des mois, enfin, qui ont de la ARN positive pendant des mois, mais avec des CT qui sont extrêmement faibles. Mais si, pour affirmer une réinfection, je pense que dans ce cas-là, il faut qu'on ait une CT qui soit à nouveau basse. Enfin, c'est l'inverse, vous vous souvenez. Moins on a de cycles, plus il y a de virus. Donc, sur une CT supérieure à 33, ça peut être de l'excrétion ancienne et inversement. Super, merci beaucoup David. Merci pour ces éléments. Merci.
Merci, bon courage à tous. Et puis, du coup, je vais passer la parole à Guillaume Chaplet, qui est l'homme de l'art. Merci, au revoir. Comme le disait David, on va passer la parole à Guillaume Chaplet, donc, qui est gériatre au CHU de Nantes. Et j'ai pas ta présentation, Guillaume. Ouais, c'est possible. Et donc, Guillaume va nous parler des aspects cliniques de la Covid-19 chez la personne âgée. Et la question, c'est quand est-ce que l'on doit s'alarmer et s'inquiéter face à la clinique. Si je trouve ta clé, c'est le médecin. Voilà, très bien. Du coup, je n'ai pas du tout traité. Voilà. Ouais, bon, moi, je vais le traiter rapidement. Mais... Voilà, merci Guillaume. Donc, c'est bon, là, je peux. Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Guillaume Chaplet, je suis médecin gériatre. Je travaille au CHU de Nantes dans l'unité de médecine aiguë gériatrique avec des lits Covid gériatriques identifiés. Donc, il n'y a pas de chiffre précis. On était à 15 il y a 2 semaines, à 30 la semaine dernière. On va être à 45 lits cette semaine et peut-être passer à 60 dans les jours qui viennent. On ne sait pas. En tout cas, on essaie de s'adapter à la demande. Donc, là, l'idée, c'était de donner quelques pistes pour savoir comment mieux prendre en charge ou comment essayer de bien prendre en charge les patients âgés en EHPAD et quand s'inquiéter ou quand s'alarmer dans la prise en charge. Donc, juste un petit point, même si vous allez avoir les présentations épidémiologiques, actuellement, vous avez en bas à droite le nombre d'hospitalisations. On est actuellement effectivement dans une seconde vague avec un nombre d'hospitalisations qui correspond au début du mois d'avril. Enfin, on en est là actuellement. Et à titre de comparaison, on a une ouverture de lit qui est comparable actuellement à ce qu'on avait au moment de la première vague. Donc on est vraiment mobilisé pour essayer de prendre en charge les patients âgés dans ces conditions. Et la maladie, la Covid-19 est une maladie infectiologique qui touche tout le monde, mais qui est particulièrement grave chez les patients âgés. Ici, vous avez une diapositive. Alors, si ça vous intéresse, vous avez la Société de pathologie infectieuse de langue française, la SPILF, qui fait des mises au point et des points bibliographiques très, très intéressants régulièrement et qui sont en libre accès sur leur site Internet. Donc, j'ai pris 2 diapositives là, sur cette présentation pour illustrer mon propos. Donc là, cette première diapositive, c'est sur les facteurs de risque de mortalité. J'attire votre attention sur la figure en bas à droite, avec je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais avec le nombre de comorbidités variant de 0 à plus de 4 et l'âge. Et donc, plus l'âge est élevé et plus on a de comorbidité, plus on a une proportion, une mortalité qui est importante. Avec, par exemple, à partir de 75 ans, une mortalité qui peut varier de 4% si on n'a pas de comorbidité, jusqu'à 30% si on en a plus de 4. Et puis, quand on est âgé, donc l'âge moyen des patients dans le service est plutôt 84 ans, donc sur la tranche du dessus, on a entre 24 et 36% de mortalité, ce qui correspond, nous, à notre mortalité qu'on a eue dans le service. Nous, on avait aux alentours de 30 à 40% de mortalité sur la première vague dans le service dans lequel je travaille. Donc, évidemment, l'âge n'est pas du tout le seul, et les comorbidités ne sont pas du tout les seuls facteurs associés à l'augmentation de la mortalité. Il y a le fait d'avoir des pathologies chroniques associées, comme des coronaropathies, l'hypertension artérielle, des BPCO, le fait d'avoir des troubles psychiatriques et neuropsychiatriques, et le fait d'être immunodéprimé, notamment avoir une transplantation rénale. Voilà, en tout cas, les patients âgés qui ont un nombre important de comorbidités ont une incidence de mortalité très, très importante. Donc, c'est les patients qui sont en EHPAD, finalement. Ça, c'est une étude qui est parue dans la revue Nature, qui a été soumise il y a 3-4 jours. Là, je crois que si je ne me trompe pas, c'est fin de semaine dernière ou début de semaine, je ne sais plus quand est-ce que j'ai trouvé ça, qui insiste sur… on fait des analyses sur des cohortes de plusieurs pays, notamment ils ont étudié la France, sur des études de séroprévalence et d'index de mortalité. Donc, sur la figure de gauche, là, vous avez en bas à gauche différents pays. Et donc, l'âge de référence, qui croise le 1, c'est le 50. Et donc, vous avez plus l'âge augmente, plus le risque relatif d'augmentation de la mortalité qui est important, avec multiplié par 20 ou par 30 la mortalité avec l'avancée en âge, plus on vieillit. Et également, sur la figure de droite, des données intéressantes où ils ont comparé les index de fragilité, ils ont évalué la fragilité des patients et puis la présence ou pas de vie dans une maison de retraite avec une
index de fatality rate, IFR en pourcentage, qui peut augmenter de 10, 20 ou 30% si on est en maison de retraite et si on est fragile, ce qui est le cas de quasiment tous les patients qui sont, enfin en tout cas de une très grande majorité de patients qui sont en maison de retraite en France. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'ils ont évalué que 5% de la population, pardon, il y a un S en trop, avait été infectée au 1er septembre 2020 en France et à peu près 7,28% des résidents étaient infectés en EHPAD en France. Donc, on n'est qu'au début, en l'absence de vaccination efficace ou d'autres thérapeutiques. Pour l'instant, on n'est qu'au début malheureusement de l'infection et très peu de résidents ont été infectés et très peu d'EHPAD, et particulièrement dans notre région, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'EHPAD qui ont été épargnés actuellement, en tout cas qui ont été épargnés dans la première vague, même si on a l'impression malgré tout, mais ça vous êtes plus sur le terrain que moi, que lors de cette deuxième vague, les EHPAD de la région sont un peu plus impactés que sur la première vague. Une autre étude sortie récemment là dans une revue qui s'appelle le JAMDA, qui a évalué, donc là c'était des patients qui étaient hospitalisés, donc il y avait 250 patients avec une mortalité de 24%, donc ça correspond à peu près à la mortalité qu'on peut attendre sur une cohorte gériatrique. Je vous ai dit tout à l'heure, ça varie entre 24, 30, 40% en fonction du nombre de comorbidités. Et donc là, dans cette étude, ils se sont amusés encore une fois à regarder les facteurs qui étaient associés à l'augmentation de la mortalité. Donc, par exemple, le fait d'être un homme, le fait d'avoir un index de comorbidité élevé, c'est le fameux CCI, Charlson Comorbidity Index. Le fait d'avoir une insuffisance rénale aiguë également est fortement associé à l'augmentation de la mortalité. Alors ça, c'est un marqueur dans cette étude de la sévérité de l'infection, hein, c'est-à-dire qu'il y a un sepsis qui est associé à l'apparition d'une insuffisance rénale aiguë et pas juste en soi une insuffisance rénale chronique toute cause. Là, on parle vraiment d'insuffisance rénale aiguë. Donc, c'est un critère biologique qui paraît important lors d'un bilan biologique de débrouillage chez les patients âgés, la recherche de troubles métaboliques, et là, par exemple, l'insuffisance rénale aiguë comme étant associée à une augmentation de la mortalité. J'en profite, là, on parle de la gravité de l'infection pour évidemment vous signifier qu'il n'y a pas de critères validés chez les patients âgés qui sont en EHPAD pour évaluer la possibilité d'évolution, notamment d'évolution sévère du sepsis en général. Donc là, on sort un peu du cadre de Covid-19, on parle du sepsis en général. Vous avez des échelles et des scores assez souvent utilisés comme le CIRS ou maintenant plus le QSOFA, ou un autre score qui s'appelle le 100-100-100, qui sont des scores qui sont associés comme étant, qui ont été développés comme étant associés à l'évolution du sepsis, avec un risque d'évolution du sepsis. Donc, par exemple, quand on a un QSOFA supérieur à 2, on a une probabilité d'évolution du sepsis qui est importante. Malheureusement, on n'a pas d'outils très fiables et très validés chez les patients âgés en EHPAD. Malgré tout, c'est quand même intéressant d'avoir ça en tête. Je trouve que notamment que l'outil 100-100-100 est intéressant. Hein. Si on a 100 comme 100 degrés Fahrenheit, c'est la température qui correspond à 37,8. 100, c'est la fréquence cardiaque. Et 100, c'est la PAM. Donc, c'est vrai que si on a plus de 37,8, si on a une fréquence cardiaque à plus de 100 et si on a une PAM à moins de 100, ça, ce sont clairement des facteurs, paramètres vitaux qui sont censés comme étant, qui sont associés à la gravité de l'infection. Voilà. Après, il y a d'autres biais ou d'autres éléments, mais que vous connaissez forcément si vous prenez en charge des patients âgés, c'est que la fièvre, et donc l'augmentation de la température à plus de 37,8 n'est pas un très bon signe d'infection en gériatrie. On estime qu'il y a une baisse de la température corporelle avec l'avancée en âge de 0,3 degrés par rapport à des patients plus jeunes. Et donc, il y a des définitions de fièvre qui sont différentes chez des patients qui sont âgés ou qui sont jeunes. Donc, sur le box 1, là, vous avez la définition de la fièvre faite par la Société infectieuse américaine. Donc, en bas, la fièvre en température orale à plus de 37,8. Donc, ça correspond aux 100 degrés Fahrenheit. C'est le seuil qu'on considère chez les patients âgés. De la même manière, la tachycardie n'est pas forcément le meilleur signe associé au sepsis. Il y a d'autres causes de tachycardie chez les patients âgés. Hein. C'est la présence d'une ECFA. C'est quand même très fréquent dans la population âgée des gens qui vivent en EHPAD. Donc, toute tachycardie à 100 n'est pas forcément un signe de sepsis, évidemment. Et puis, inversement, il y a des patients âgés qui sont imprégnés par bêta-bloquants et qui n'ont pas la possibilité d'avoir une accélération de la fréquence cardiaque. Donc, il faut faire attention quand on interprète ce signe-là. Et indépendamment des signes de sepsis en soi, comme la fièvre ou la tachycardie, toute la gravité de la prise en charge des patients âgés se base aussi sur la structure dans laquelle vous avez la possibilité de la prendre en charge. Enfin, je vais essayer d'être clair, mais il y a des problématiques spécifiques en prise en charge dans les structures qui sont associées à une difficulté de transport, une difficulté de surveillance, une difficulté de faire des examens complémentaires, et donc ils peuvent être associés à une augmentation, en tout cas une moins bonne prise en soin, possiblement des patients, si l'on considère que ces patients-là nécessitent une surveillance plus rapprochée.
Évidemment, après, il y a toujours la question des directives anticipées qu'il faut, dans l'idéal et dans la mesure du possible, avoir pour pouvoir proposer une prise en soins adaptée des patients âgés, adaptée à ce qu'ils auraient aimé qu'on fasse, en intégrant possiblement les personnes de confiance. Mais ça, on pourra en discuter si vous avez des questions, mais c'est pas forcément facile quand on est vraiment dans la situation aiguë. Et l'idéal, c'est vraiment d'anticiper en amont si possible. On en reparlera dans la dernière diapositive. Et puis il y a d'autres échelles qui propose ici, c'est l'échelle développée par Stone, qui parle de signes gériatriques de sepsis. Donc encore une fois, la température en plus de 37,8. L'évolution des leucocytes, donc la variation des leucocytes, notamment des neutrophiles, est importante à tenir compte. Et puis après, il y a des syndromes gériatriques comme l'apparition d'une confusion ou l'apparition d'une perte d'autonomie pour les actes de la vie quotidienne, qui dans cette échelle-là sont considérés comme des signes de gravité du sepsis. Donc un patient âgé qui devient confus, un patient âgé qui est moins autonome pour les transferts, la marche, l'habillage, les toilettes. C'est vrai que si on a la Covid-19 et qu'on s'aperçoit que l'autonomie baisse, on peut considérer qu'il y a un retentissement assez important et que c'est un Covid-19 qui est plus grave chez ces patients-là plutôt que si l'autonomie reste complètement préservée en EHPAD. Ça, c'est un élément de gravité aussi qui a déjà été cité précédemment par le professeur David Boutoil. Mais là, c'est juste, j'attire votre attention sur la cinétique d'aggravation, notamment des formes respiratoires. Ici, c'était une étude qui est sortie dans le New England Journal of Medicine en mai 2020, qui a évalué 41 patients. C'est pas beaucoup, mais l'idée, c'est vraiment à titre illustratif, cette étude. Ils ont essayé de regarder le délai entre l'apparition des symptômes, l'hospitalisation, l'apparition de la dyspnée, l'apparition de SDRA, et l'admission en réanimation. Donc, ils ont vu que, encore une fois, il y a cette phase virale au départ et cette phase inflammatoire dans un deuxième temps. Et donc, ça peut correspondre à ce fameux délai de 7 jours par rapport au début des symptômes et l'arrivée à l'hôpital. Ça correspond à cette phase vraiment inflammatoire et d'aggravation de la pathologie. Donc, ça, c'était aux alentours du 7e jour. La dyspnée est beaucoup plus importante, qui nécessite de l'oxygène au 8e jour et au 9e jour, dès le lendemain, le SDRA et la réanimation au 10e jour. Et ça, on l'a vu en pratique, c'est-à-dire des gens qui arrivaient sous oxygène et le lendemain qui étaient au masque de concentration. Donc, tout ça pour dire que si jamais vous proposez la mise en place d'oxygène à un patient âgé qui est en EHPAD, il faut savoir qu'il y a une probabilité d'aggravation qui est non négligeable dans les heures et les heures qui suivent. Donc, si jamais vous vous posez la question de mettre de l'oxygène, il faut aussi se poser la question de savoir s'il faut hospitaliser le patient ou pas, parce que clairement, le patient va s'aggraver. En tout cas, il y a un risque non négligeable qui s'aggrave. En termes d'organisation, donc ça c'est une étude parue récemment dans la JDaging, c'est une équipe de Françaises de Limoges qui a proposé une sorte d'arbre décisionnel pour accompagner notamment les EHPAD dans la prise en charge et pour en tout cas la prise de décision pour la prise en charge adaptée des patients. Donc ils se sont basés eux dans leur organisation sur une échelle qui s'appelle la Clinical Frailty Scale, CFS. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette échelle, mais c'est une échelle qui est beaucoup utilisée par des non-gériatres. De mon point de vue, ça s'appelle Clinical Frailty Scale, mais ce n'est pas du tout une échelle de fragilité. C'est faire de la fragilité sans savoir ce que c'est. En fait, en pratique, quand on regarde le détail sur la gauche, c'est surtout une échelle d'autonomie. Vous avez 1, 2, 3, les gens qui sont plutôt fit, en bonne santé. Après, à 4, on a une canne. À 5, un déambulateur. À 6, on a besoin d'accompagnement un peu plus prononcé. 7, fauteuil. 8, lit. Et 9, on est dans un stade terminal avec une espérance de vie à moins de 6 mois. En tout cas, peu importe si on l'utilise ou pas, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir en tête le profil des patients qui correspond à chaque chiffre. Et donc là, vous avez des propositions de prise en charge adaptées un peu au phénotype de votre patient. Donc, on peut appeler ça fragilité si vous voulez, peu importe. Mais si vous avez des gens qui sont plutôt 1, 2, 3, qui n'ont pas beaucoup d'aide à la marche, ceux-là, a priori, il n'y a pas de limitation en soi en lien avec la fragilité. Donc, ça nécessite probablement une hospitalisation en cas de pathologie avec un accompagnement et un traitement plus adapté et plus rapproché. En tout cas, plus optimisé, évidemment, que ce qui pourrait être fait en EHPAD. Dès que vous êtes à 4, 5, 6, donc avec besoin d'aide à la marche ou accompagnement dans quelques activités de la vie quotidienne, vous êtes considéré comme fragile dans cette échelle, même si, encore une fois, je pense qu'on parle d'autonomie. Dans ces cas-là, c'est commencer à discuter les niveaux de soins de ces patients-là. Ça ne veut pas du tout dire qu'on ne les prendra pas à l'hôpital, mais c'est juste pour avoir en tête le profil des patients. Et puis, quand on est à 7, 8, 9, où là, on a tendance à penser qu'on s'orientera plutôt vers une prise en charge palliative, en tout cas d'accompagnement en EHPAD, même si, encore une fois, on n'est pas du tout opposé à une prise en charge en hospitalisation. C'est un peu comme ça qu'on peut raisonner. En tout cas, c'est comme ça que cette équipe française raisonnait avec intervention du médecin traitant, intervention de la personne de confiance,
consultation des directives anticipées, évaluation de clinical practice scale et après orientation vers l'hospitalisation, soit standard, voire les soins intensifs si vraiment ils sont 1, 2, 3, ou alors vers des prises en charge symptomatique en EHPAD ou un contact, un accompagnement plutôt de type soins palliatifs. Ça, c'est un exemple. Après, il y a d'autres échelles que vous connaissez qui s'appelle la grille J, grille plus en ressources. De mon point de vue, c'est vraiment très, très hasardeux de se baser sur une prise en charge, en tout cas de proposer une hospitalisation ou pas, rien que sur la grille J. Quand on sait que les patients âgés qui ont des troubles cognitifs, ils sont très facilement GIR3. Il y a une semaine, on a pris une patiente d'une EHPAD qui était GIR2. En fait, elle était GIR2 parce qu'elle avait une polyarthrite rhumatoïde très, très évoluée et qu'elle se déplace en fauteuil roulant, mais en pratique, elle avait vraiment aucun trouble cognitif. Donc, moi, je trouve ça très, très compliqué, en tout cas, de retenir est-ce que c'est le CFS, est-ce que c'est le GIR. Ça nécessite une discussion probablement, et ça, pour le coup, on est à votre disposition. En tout cas, la médecine gériatrique est à votre disposition avec un numéro d'avis. Et il y a finalement pas d'échelle adaptée et très bien adaptée sur comment optimiser ou comment savoir s'il faut hospitaliser ou pas le patient. L'idée, c'est vraiment d'avoir le ressenti des équipes, le ressenti des personnes de confiance, les directives anticipées, et puis l'autonomie et la grille GIR potentiellement peuvent être des éléments qui peuvent nous aider à prendre en soin les patients. On a parlé, le professeur Boutol a parlé un petit peu de la durée d'isolement. Ça, c'est les recommandations de l'OMS qui sont assez anciennes, qui correspondaient à 10 jours après l'apparition des symptômes et au moins 3 jours d'apyrexie ou d'absence des symptômes pour les cas symptomatiques. Pour les cas asymptomatiques, c'est pareil, sauf qu'on se base sur la date de la PCR. Donc, quelques exemples en bas qui sont cités. Donc, ça, ce sont des éléments qui sont tirés du rapport du Conseil de santé publique dont parlait David Boutol juste avant moi. Donc, par exemple, si on a un patient qui a des symptômes pendant 14 jours, l'isolement est levé 14 jours plus 3 jours après l'absence des symptômes respiratoires. Donc, ça ferait 17 jours d'isolement par rapport à la date des symptômes, ou si un patient présente des symptômes de manière encore plus prolongée. Voilà, c'est un exemple assez parlant, ça peut aller jusqu'à 33 jours. Finalement, je trouve que cette recommandation a l'avantage d'être assez simple à retenir, c'est 10 jours plus 3 finalement. Mais évidemment, celle qu'il faut qu'on connaisse, c'est celle qui est sortie très récemment ou qui a été mise à jour très récemment. C'est cette fameuse règle de 14 jours. Juste une petite précision, c'est 14 jours au total, mais nous, quand on prend en charge des patients en cours chirurgie gériatrique, on se base, et c'est ce qui est précisé dans la recommandation, sur au moins 8 jours avant le transfert. C'est-à-dire qu'on prend le patient jusqu'au 8e jour, on attend le 8e jour, et si après, à 8 jours, par rapport au début des symptômes, les patients sont bien, qu'il y a au moins 2 jours sans fièvre et qu'il y a une amélioration de la respiration, et donc c'est écrit comme ça dans la recommandation du Conseil de santé publique, avec une nette amélioration ou alors une amélioration avec au pire 2 litres d'oxygène, donc 8 jours, plus 48 heures sans fièvre et au moins 2 litres d'oxygène depuis plus de 2 jours. On peut proposer une sortie avant 14 jours, évidemment. Par contre, ça sous-entend quand même qu'il faut maintenir les précautions complémentaires jusqu'à une durée de 14 jours au total par rapport au début des symptômes. Donc, c'est 14 jours au total de précaution, mais ce n'est pas forcément 14 jours, évidemment, d'hospitalisation. Donc, pour résumer, ces différents éléments que j'ai cités, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où ça semble nécessaire, après, c'est pas forcément facile à faire en pratique, évidemment, je ne suis pas à votre place, j'en ai conscience, mais ça semble nécessaire malgré tout de discuter dès qu'il y a un cas positif. Est-ce que mon patient, si jamais il s'aggrave, il peut avoir un bénéfice d'hospitalisation ou pas? Parce qu'on s'aperçoit que si jamais on commence à attendre les signes respiratoires, on attend l'oxygène récurrence, on peut prendre du retard sur la prise en charge des patients âgés. Je vous ai dit que ça pouvait s'aggraver très, très rapidement. Donc là, évidemment, nous, on est à votre disposition. Je vous ai mis le numéro de la médecine, du portable d'avis Covid gériatrique. On est à disposition aux heures ouvrables, y compris le week-end. Si jamais on monte encore en charge en termes de nombre de lits, ce qui est possible, on est en train de voir si c'est faisable ou pas. Il y aura probablement une garde qui sera faite et dans ce cas-là, on sera joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme on avait pu le faire sur la première vague. Mais là, on n'a pas les ressources médicales pour faire ça. Donc, on a une solution intermédiaire de joignable aux heures ouvrables, y compris le week-end. Et c'est vrai que pour la nuit, sinon, c'est un passage par le 15 ou un adressage aux urgences. Et donc, j'insiste sur les critères qui doivent vraiment dont il faut tenir compte pour évaluer la gravité, c'est est-ce que le patient il est polypnéique, il a une fréquence respiratoire qui augmente, même à saturation normale, si la polypnée est un très bon signe d'infection ou de sepsis chez le patient âgé. Donc la polypnée qui apparaît, évidemment la dyspnée, mais la polypnée, à partir du moment où il y a de l'oxygène, j'en ai parlé aussi au tout début, à partir du moment où il y a un trouble métabolique, une déshydratation, où il y a d'autres complications biologiques, ça c'est des éléments dont il faut tenir compte pour évaluer la gravité des patients. Et puis après, en termes de gravité, alors pas tellement pour le patient, mais plus pour la structure.
il faut vraiment faire attention de bien définir la durée d'isolement par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, parce que la gravité, elle est aussi pour la structure de risque de dissémination de la pathologie au sein de la structure, avec la fameuse règle des 14 jours. Au cas où le patient ne soit pas hospitalisé, il faut que vous ayez vraiment en tête cette règle des 14 jours. Il y a d'autres interlocuteurs. Hein. Je vous ai mis à droite des numéros d'autres intervenants. Donc, il y a le REF d'infectiologie, donc c'est au CHU de Nantes, l'HAD. Alors, on a des retours assez positifs. Vous savez ça mieux que moi, vous avez peut-être déjà confronté à ça, mais nous, on a quand même plusieurs EHPAD qui nous ont fait des retours positifs sur la rapidité d'intervention de l'HAD 24 heures sur 24, y compris le week-end sur sollicitation médicale. Donc, il ne faut pas hésiter à faire intervenir l'HAD. Et puis, sur le plan organisationnel, il y a aussi une création, la nouveauté dans cette deuxième vague par la première vague, une création en passant par le standard du CHU d'une ligne de directeur de garde du PHU 9 pour accompagner la structuration des équipes sur le plan organisationnel pour pouvoir accompagner les patients avec discussion sur comment est-ce qu'on peut optimiser les ressources humaines. Ça, c'est la volonté du CHU de Nantes de s'adapter non seulement avec un avis médical, mais aussi un avis organisationnel. Et puis, évidemment, le CEPIAS, que vous connaissez pour tout ce qui est, j'espère que j'ai mis le bon numéro, tu me diras, Gabriel, mais que vous connaissez pour vous accompagner dans toute la prise en charge des mesures de prévention du risque infectieux. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Guillaume. Là, c'est les coordonnées que tu viens de nous donner, c'est valable pour Nantes et la Loire-Atlantique. D'accord. Pour les autres départements, est-ce que tu as idée de non, je sais pas. Alors, pour la prise en charge effectivement, j'ai beaucoup insisté sur la prise en charge de Nantes et autour. Sur Angers, ils ont organisé un peu différemment avec possibilité d'appel de la gériatrie. Et puis, il y a des équipes mobiles qui sont constituées d'internes et d'infirmiers de gériatrie qui se déplacent. Il n'y a pas forcément un médecin senior tout le temps, mais en tout cas, il y a ces équipes qui sont dédiées. Nous, on avait la volonté de faire ça aussi. Ça avait été un peu organisé sur la première vague avec des brigades qui avaient été créées, des brigades de médecins généralistes. Pour l'instant, même si on a envie de le faire, on n'a pas les ressources pour le faire. Donc, on privilégie d'essayer de développer la capacité hospitalière et une ligne d'avis en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour pouvoir répondre aux demandes. Mais c'est vrai que on n'a pas les ressources et c'est très chronophage de se déplacer sur les EHPAD pour voir les patients et pour revenir. Malheureusement, on ne peut pas faire ça. Sur Nantes, en tout cas. Merci. Donc, il y a 2 questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si vous en avez qui vous passent par la tête. Alors, la première, la réalisation des RT-PCR chez les résidents d'EHPAD dément est vécue comme un acte de maltraitance par les personnels. Quel est ton point de vue sur cette… Alors, la question associée, c'est n'y a-t-il pas d'autres moyens diagnostiques moins invasifs pour… Non, ça a été bien dit par le professeur David Boutoil précédemment. Hein, le gold standard pour le diagnostic, c'est vraiment ça. C'est la PCR sur la sécrétion nasopharyngée. Donc, après, ça dépend de l'indication du test. Hein, si c'est plus sur une science épidémique, où là, pour le coup, ça peut être discutable, mais en tout cas, pour faire le diagnostic positif de la maladie, même chez les patients qui ont des troubles neurocognitifs, il faut faire ce test-là, quoi. En tout cas, si jamais nous, on les prend dans le service, on le fait. Donc, il faut le faire. Alors, David parlait de tests oropharyngés. Est-ce que vous avez une expérience de l'utilisation de ces tests-là? Non, nous, on fait vraiment que du nasopharyngé. Ouais. D'accord. Autre question, pourquoi prolonger l'isolement alors que la contagiosité baisse beaucoup à partir de J5? Les résidents en EHPAD souffrent de l'isolement. Alors, c'est une bonne question. Il y a 2 raisons. Enfin, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est vraiment pour limiter le risque de dissémination. Nous, on a une expérience récente qui nous fait dire qu'il faut vraiment augmenter potentiellement la durée de confinement. Actuellement, sur Nantes, c'était noté 10 jours pour les formes non graves et 20 jours pour les formes graves. Et on a 2 unités. On a une unité de 30 lits au 5e étage, une unité de 30 lits au 4e étage. Et en fait, on a eu un cluster de patients qui étaient au 4e étage, qu'on a pris au 5e, qui est notre unité Covid, pour garder une zone non Covid de 4e. Et en fait, au-delà de 10 jours, on a fait passer les patients du 5e au 4e pour faire de la place dans l'unité Covid pour accueillir des nouveaux patients. Et en fait, on s'est basé sur ce cut-off de 10 jours. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en faisant descendre des patients qui étaient potentiellement blanchis, en essayant de mettre des mesures de précaution, on n'a jamais vraiment réussi à enrayer de manière très efficace le cluster. Donc, on pense qu'il y a probablement des patients qui sont descendus, qui étaient entre 10 et 14 jours, qui avaient peut-être encore un peu d'oxygène, qui étaient peut-être qu'à 24 heures de la fièvre. Donc, il y a potentiellement un risque. Ils ont pu participer à la dissémination et à la persistance de ce cluster. En pratique, vraiment dans un souci plus collectif de dissémination et d'impact de l'épidémie dans une EHPAD, moi, ça me semble quand même nécessaire de
d'avoir en tête ce cut-off de 14 jours. Après, pour la deuxième partie de la réponse, ça rentre vraiment dans des considérations éthiques. Effectivement, les patients âgés ont beaucoup souffert de la première vague et c'est bien prouvé. Il y a des études qui ont montré que les patients qui ont des troubles cognitifs ont aggravé leur trouble du comportement. Des patients qui étaient équilibrés sous traitement psychotrope se sont aggravés avec le confinement. Donc, en fait, il faut savoir ce qu'on privilégie. Et bon, après, malheureusement, toute prise de décision a des conséquences. Et c'est vrai que si vraiment on est dans une EHPAD avec un risque de dissémination et des personnes vulnérables, quand on voit la mortalité qui peut jusqu'à 30, 40 ou voire 50% dans certaines classes d'âge, moi, ça me semble, c'est vraiment ça qu'il faut mettre en relation par rapport à l'impact sur le plan plus individuel. Mais je suis d'accord que c'est une décision éthique qui n'est pas forcément évidente à prendre. Justement, concernant la mortalité, on a la sensation globale que la mortalité a l'air d'être plus faible en fait pour cette seconde phase que pour la première. Est-ce qu'il y avait un rationnel derrière cette hypothèse? Alors, les corticothérapies diminuent la mortalité d'à peu près 20 à 25%. Donc, chez un patient âgé que nous, on avait dans le service, on avait à peu près 30 à 40% de mortalité. Si on diminue de 20 à 25%, je pense qu'on doit descendre à 25 ou 30%. Ça doit, 25%, c'est un chiffre relatif, donc en valeur absolue, on doit peut-être qu'on gagne 5 à 10% de mortalité. Après, nous, on a l'impression qu'effectivement, on prend des patients plus graves et qui meurent peut-être un peu moins. Je pense que c'est vraiment parce qu'on connaît mieux la maladie, on sait mieux la prendre en charge, on adapte les traitements, on adapte la corticothérapie, on adapte les complications de la corticothérapie. En fait, on fait mieux les choses probablement. Après, en soi, j'ai pas connaissance que le virus soit plus ou moins virulent ou pas. Enfin, je suis pas virologue, donc je peux pas répondre complètement à cette question. Ok. Une question mayonnaise. En Mayenne, nous sommes en rupture de capacité d'analyse par RT-PCR. Le TROD, ou test antigénique, peut-il être indiqué pour les résidents? Je trouve que ça a été très bien dit par le professeur David Bouton dans la présentation d'avant, c'est qu'il y a vraiment un problème de sensibilité. Donc, si on veut avoir une idée sur le plan collectif de l'aperçu d'une épidémie en instant T, ça peut être intéressant. Après, sur le plan individuel, on prend des risques parce qu'on peut avoir un faux négatif. Et donc, effectivement, il a très bien dit que peut-être sur une première étape de test massif, pourquoi pas, c'est peut-être plus simple, c'est plus rapide, on a une réponse. Après, en cas de symptômes, si vraiment on veut confirmer le truc, il y aura besoin d'une PCR pour faire le diagnostic, quoi. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais… Oui, je suis tout à fait d'accord avec le discours le tien et celui de David. Écoute, merci beaucoup, Guillaume. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de passer à la prochaine présentation. Merci, Guillaume, en tout cas, pour ces explications. Et je vais passer la main à Hélène Cormier, qui est infectiologue au CHU d'Angers et qui va nous parler d'un autre sujet, mais qui est le futur, qui est de nos actions, qui est donc sur l'antibiothérapie, le bon usage d'antibiotiques. Alors, je désigne Hélène comme présentatrice. Et Hélène, je te laisse la main. Donc, bonjour à tous. Je remercie le CEPIES de me donner l'occasion de vous reparler de ce projet, malgré les activités Covid qui nous occupent beaucoup. Donc, moi, je suis infectiologue au CHU d'Angers et je travaille plus principalement sur des missions de promotion du bon usage des antibiotiques au sein de la région des Pays de Loire avec le professeur Boutwal, le docteur Abliguen et le docteur Boutwal qui est médecin généraliste antibioréférent régional avec moi. J'avais eu l'occasion de vous parler de ce projet en janvier dernier à Nantes, projet qui devait démarrer donc en septembre 2020. Puis évidemment, les actualités Covid et l'épidémie nous ont fait reporter toutes ces missions autour du bon usage, mais il nous semble important de poursuivre quand même le travail dans ce domaine et de réactiver ce projet EHPAD, là où on l'avait laissé à l'époque. Donc, pour vous, ce diaporama va bien défiler. Pour vous resituer un petit peu les objectifs et le déroulé, donc c'était un projet dans le domaine du bon usage des antibiotiques qui s'adresse aux EHPAD. Et on avait recentré pas mal le message avec Willy pour vraiment cibler la problématique infection urinaire, bon usage des antibiotiques dans ces infections et surtout bonne indication des prélèvements urinaires devant les suspicions d'infection. L'objectif principal de ce projet est de faire diminuer les prescriptions de CBU, on va dire, abusives et par là même moins de prélèvements, parce que vous savez que cette population âgée a très souvent
un portage urinaire bactérien asymptomatique. Donc, c'est des prélèvements positifs qui peuvent générer une prescription d'antibiotiques inappropriée. Et donc, par ce levier-là, on souhaitait essayer de voir si on pouvait diminuer les consommations d'antibiotiques dans ce secteur. La stratégie envisagée pour mener ce projet était de centrer le message, de former et d'avoir au sein des EHPAD ce qu'on a désigné, nous, comme des leaders, c'est-à-dire un binôme médecin-infirmier, au minimum, qui serait formé dans un premier temps et qui se ferait ensuite le relais de notre message auprès des différents établissements. Et puis donc, pour mesurer un petit peu l'impact de ce projet, on avait la possibilité, c'était ça aussi qui était intéressant dans ce projet, c'était d'avoir les consommations d'antibiotiques et le nombre de CVU réalisés dans les EHPAD via l'assurance maladie, la DRSM, qui sera capable de nous fournir une rétro-information des données que je viens de vous citer. Donc, les EHPAD qui seraient concernés seront ceux qui n'ont pas de pharmacie à usage interne, pardon. Puisque c'est dans ces établissements qu'on pourra avoir les données DRSM dont je vous ai parlé. Donc, le déroulé, le calendrier un petit peu de ce projet anti-BEPAD, ça serait, si on arrive à le mener comme on le souhaite, donc évidemment d'avoir une phase de communication auprès des EHPAD, des directions, médecins co, infirmières coordinatrices, au premier trimestre de l'année qui vient, là, en 2021. S'appuyer sur les réseaux territoriaux si le projet vous intéresse et que vous voulez vous associer avec nous pour vraiment faire la promotion de ce travail. Et puis donc d'informer, de demander aux EHPAD de désigner un leader et puis d'annoncer un petit peu les dates de formation qui vont être proposées dans les différents départements. Avec ensuite une relance au printemps pour essayer de rassembler au maximum. C'est vrai que dans ce contexte épidémie de Covid, d'arriver avec nos projets antibiotiques, ça ne sera pas forcément évident, mais on va essayer. Donc, je vous ai dit une première étape, premier trimestre communication. Deuxième étape, former les leaders sur les messages, qui seront des messages simples. Donc, on ferait une demi-journée de formation par département. Et l'idée, c'est d'animer cette demi-journée par des experts, on va dire, de différentes disciplines, d'avoir au moins un infectiologue, un gériatre, un médecin généraliste et un hygiéniste si le projet vous intéresse. Donc, comme je vous le disais, ça sera des messages d'infectiologie assez simples, vraiment centrés sur les infections urinaires, avec des cas cliniques vraiment très pragmatiques. Si possible, essayer de mener ces formations en sous-groupe pour vraiment avoir quelque chose de plus interactif possible. Et puis, programmer un petit peu en tout cas, présenter les grands messages qu'il faut avoir sur ce sujet. Et au terme et pendant cette demi-journée de formation qui va durer 2 à 3 heures, on va accompagner les leaders en leur remettant un certain nombre d'outils qu'on va décliner très rapidement tout à l'heure pour les aider à vraiment implémenter la bonne parole sur le bon usage des antibiotiques. Et pour les leaders ou les représentants d'EHPAD qui ne pourraient pas se déplacer, il sera éventuellement proposé d'envoyer ces outils par voie postale. Donc, quel impact ça pourra avoir s'ils n'ont pas été sensibilisés, on peut quand même se dire qu'il sera limité. Donc, dans les messages clés, infection urinaire et bon usage des antibiotiques, c'est vraiment des choses simples que vous connaissez. On ne prescrit pas des antibiotiques sans avoir examiné le patient. Parce que comme vous le savez, la bandelette urinaire pour diagnostiquer une infection urinaire du sujet âgé, c'est quand même pas très peu discriminant puisque beaucoup seront positifs. Ça ne veut pas dire pour cela qu'ils ont une infection urinaire. L'aspect des urines ne doit pas générer systématiquement l'examen BU-CBU. C'est une erreur vraiment classique mais fréquente. Et pas de BU pareil sans l'aval du médecin. Des messages simples sur les classes d'antibiotiques à ne pas utiliser dans les cystites de la femme. On doit plus voir, sauf situation de résistance très particulière, des quinolones ou des C3G prescrites.
On aura des messages forts aussi sur les durées de traitement antibiotiques à respecter. Vous savez que la Société savante des infectiologues a publié les experts ont mis en avant des durées claires et simplifiées qu'il faut respecter sur les infections pulmonaires, peau et tissus urinaires. Donc, on en fera une synthèse. Et puis, un tout petit mot pour vraiment limiter la réalisation, voire oublier la réalisation des couvillons sur les plaies cutanées qui peuvent générer des prescriptions d'antibiotiques excessives ou erronées. Les outils dont je vous parlais qui seront distribués à la fin de la formation, donc je pourrais les détailler si vous le souhaitez, mais il y aura des outils communs pour les médecins et les infirmiers. C'est important, je ne l'ai pas précisé, mais pour nous, c'est très important qu'il y ait du personnel paramédical qui s'associe à cette formation. Donc, il y aura le diaporama de formation en tant que tel, des fiches un peu synthèse sur les croyances qu'on peut avoir sur l'intérêt de mettre des antibiotiques systématiques sur les prélèvements urinaires, les différentes causes de confusion du sujet âgé qu'il faut savoir évoquer et pas tout de suite penser à l'infection. Et puis, il y aura une rétro-information des chiffres de consommation d'antibiotiques et des nombres de CBU réalisés par semestre pour chaque EHPAD. Et les responsables médico-paramédicaux EHPAD pourront se comparer avec la moyenne régionale et l'évolution de leur courbe. Il y aura des outils spécifiques médecins, des petits mémos antibio format poche très accessibles pour vraiment avoir les dernières recos molécules et durées. Des outils pour les paramédicaux avec des affiches sur l'indication de réalisation des différents prélèvements dont je vous ai parlé, des vidéos des erreurs et puis également des outils ciblés pour les usagers sur le bon usage des antibiotiques, l'explication de ce que c'est qu'une BMR, une BHR, différents outils de ce type que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Et donc, comme je vous le disais, on va demander aux leaders ensuite de communiquer auprès de ces messages, de ce qui aura été transmis lors de la journée de demi-journée de formation qui va se dérouler dans chaque département des Pays de Loire. Et dans un second temps, on va mesurer l'effet de ce travail et l'implémentation des messages dans les différents EHPAD par justement ces consommations d'antibiotiques et les nombres de CBU qui vont être relevés par l'assurance maladie. Ça nous permettra de donner une rétro-information semestrielle aux différents EHPAD avec l'évolution également des chiffres régionaux. Donc, dans les indicateurs, comme je vous disais, il y aura le nombre d'initiations d'antibiothérapie pour 1000 jours résidents, les DDJ, tout antibiotiques confondus, pour l'augmentant les C3G et les quinolones, et le nombre de CBU pour 1000 jours résidents. Le calendrier pour synthétiser un peu tout ce que je vous ai dit. Donc, premier trimestre, on communique vers EHPAD, direction des EHPAD, médecin co, infirmier coordinateur. À l'automne, automne-hiver 2021, on souhaite réaliser ces 5 demi-journées de formation dans les différents départements. Et puis ensuite, la partie délicate, ça sera de voir si ces leaders vont aller porter le message et former leurs équipes. Et ensuite, vraiment constater ce qui se passe en termes de consommation d'antibiotiques et puis d'impact sur le nombre de CBU avec les données d'assurance maladie qui seront fournies de façon semestrielle et analysées par nous tout au long de ce projet. Donc, il risque de démarrer un peu difficilement. Donc, c'est vrai que si on peut avoir l'appui des équipes opérationnelles d'hygiène, des réseaux territoriaux en particulier pour vraiment appuyer ces messages, se faire le relais, relancer si les choses ne se sont pas mises en place, ça sera vraiment une aide qui sera précieuse pour nous, si ça vous intéresse. Donc voilà, on construit un peu
le planning, mais on part vraiment sur l'idée de réactiver tout ça en 2021. Merci. Parfait, merci beaucoup Hélène pour cette présentation. Bien évidemment, on sera partant, nous les hygiénistes, pour vous soutenir dans vos démarches de bon usage antibiotiques et puis faire du lien avec nos collègues des EHPAD. Il n'y a pas de questions sur ta présentation, donc ce qui, en d'autres termes, veut dire que tout était très clair. Il me reste, puisqu'il reste 1 minute, à vous remercier beaucoup de votre participation, à vous intervenants et puis à vous participants derrière votre écran. Vous avez été en moyenne 130 personnes derrière l'écran. Donc on peut dire que c'est un vrai succès dans le contexte actuel où tout le monde est accaparé par plein d'autres choses. Donc merci beaucoup d'être resté jusqu'à 16h et vous aurez de toute façon cette présentation, la possibilité de la revoir sur YouTube et sur la chaîne du CEPIAS. Voilà, merci beaucoup, bon courage à tous et à très bientôt.